Bonjour David Engels, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors Steve Bannon a annoncé que Donald Trump sera à nouveau président après 2028, pardon. Autrement dit, un troisième mandat se profile à l'horizon. Pour vous qui depuis 2013 annoncez que l'Occident est en train de rejouer l'histoire de la République romaine tardive, ça doit être de l'eau sur vos moulins. Oui, en effet, on semble rentrer en plein de césarisme ici. D'ailleurs, le propos de Bannon n'est pas du tout isolé. Depuis plusieurs semaines, Trump lui-même et son environnement politique jouent avec l'idée d'un troisième mandat, évoquant des méthodes mystérieuses permettant de prolonger son œuvre au-delà des limites fixées par le 22e amendement. Officiellement, rien n'est encore lancé, mais politiquement, le signal est très clair. L'Amérique trumpienne ne se conçoit plus comme une alternative, mais comme une présence durable dans l'histoire du pays. Autrement dit, il ne s'agit plus d'un simple cycle électoral, mais d'une véritable refondation du pouvoir. Or, ce qui semblait encore inimaginable il y a peu, donc la remise en question ouverte du principe même de la limitation du pouvoir exécutif, est accueilli par une grande partie de la droite américaine avec un mélange de jubilation et de résignation. Pourquoi pas? Après tout, Trump a raison, il protège le peuple, on lui a volé son avant-dernière élection, il a besoin de plus de temps pour assécher le marais, toutes les alternatives seraient pires, etc. etc. On l'applaudit, donc plus seulement comme un homme politique, mais comme on acclame un chef, un genre de dux, d'homme providentiel, donc un vrai César. Et c'est ici que le débat cesse d'être américain pour devenir civilisationnel, surtout si nous considérons la France où, d'un côté, le rêve de l'homme providentiel n'a jamais été aussi fort, et où, d'un autre côté, même un Macron, en fin de parcours, ne se lasse pas de mettre en avant sa fonction de rempart contre l'extrême droite pour rester au pouvoir pendant un prochain mandat illicite. Néanmoins, il serait beaucoup trop simple de voir ici juste une simple dérive autoritaire comme on en connaît tant dans l'histoire. Trump ne surgit pas dans le vide, il répond à une fatigue profonde de l'Occident postmoderne. Depuis des décennies, les peuples perçoivent que leurs institutions ne représentent plus grand-chose, que les décisions sont prises ailleurs, que les promesses électorales s'évaporent dans des labyrinthes technocratiques, que ce sont quelques milliardaires et technocrates obscurs qui détiennent les véritables clés du pouvoir. La démocratie s'est bureaucratisée, l'économie s'est centralisée, les médias se sont alignés, et le vrai charisme s'est réfugié soit dans la marginalité ou alors dans des films grand public. Dès lors, lorsque, en dépit de toutes les attentes, un homme paraît finalement incarner la volonté populaire contre les oligarchies, il attire par un effet d'aimantation la nostalgie du pouvoir incarné et l'espoir du souhait électoral enfin exaucé. C'est là le propre du césarisme. Ce phénomène décrit par Oswald Spengler comme l'une des formes récurrentes de la légitimité politique quand une civilisation touche à sa fin. Pour Spengler, le césarisme marque la phase terminale de toute culture devenue civilisation, l'époque où le droit, la discussion, les institutions s'effacent devant la puissance nue. S'ouvre alors une ère de compétition entre divers Césars, où plusieurs prétendants au pouvoir charismatique s'affrontent pour dominer la civilisation. Celui qui triomphe, le futur Auguste, parvient alors à restaurer l'ordre traditionnel sur les ruines de l'État moderne et d'allier archaïsme et futurisme. Rien n'exclut donc qu'après Trump surgissent d'autres figures comparables, d'autres Césars, comme après l'assassinat du premier vrai César en 44 avant le Christ, où ses successeurs ont combattu encore une douzaine d'années afin de voir finalement la victoire finale d'Octavien. Donc au fond, ce n'est pas seulement Trump qu'il faut observer, mais la logique historique qu'il incarne. Oui, tout à fait. L'histoire romaine, à cet égard, demeure notre éternel miroir. Dans la lente agonie de la République, Pompée reçut des impérias extraordinaires pour sauver l'État des menaces intérieures et extérieures les plus diverses. César fut doté de la dictature pour 1 an, puis 10 ans, puis perpétuellement. Après son assassinat, Octavien, Marc-Antoine et Lépide reçurent des pouvoirs dictatoriaux pour finir les guerres civiles et assainir l'État, etc. Tous furent désignés par le Sénat, élus par le peuple, surtout acclamés par l'armée, et tous dépassèrent progressivement les bornes de leur mandat, à la fois par ambition et par nécessité, jusqu'à ce que Octavien Auguste trouve finalement, sous la forme du Principat, une formule durable pour garantir la pérennité de l'ordre. Et voilà justement le dilemme pour le camp conservateur aujourd'hui, à la fois à l'ouest et à l'est de l'Atlantique. Pendant des années, les conservateurs ont voulu concilier l'ordre et la liberté, la force et la légitimité, le peuple et la Constitution, en critiquant la gauche
pour sa mainmise perpétuelle sur les institutions, en implorant la nécessité de restaurer un état de droit qui avait cessé de fonctionner depuis des décennies, et en défendant les populistes contre toutes les accusations de cryptofascisme, s'érigeant soi-même au rang de défenseur de la vraie démocratie contre ses adversaires de gauche. Dès lors, la droite a toujours cru utile de soutenir Trump comme un simple correctif passager à l'écolo-gauchisme décadent et dangereux, un chirurgien brutal mais nécessaire, un homme de système agissant contre le système. Cette ambiguïté n'est plus tenable. Trump ne sera pas l'homme qui ramènera les États-Unis à l'ère de Reagan ou de Thatcher. Il inaugurera un pouvoir personnel dont les institutions américaines ne vont probablement plus jamais se remettre, et ce en dépit des soubresauts à venir vu l'âge avancé de Trump et donc la courte durée de son règne individuel. Car si l'on soutient la logique du troisième mandat, si l'on admet qu'un homme providentiel puisse transcender toutes les règles au nom de sa mission, car le but justifierait les moyens, alors on sort très clairement du libéralisme politique classique, même conservateur, pour rentrer dans une idéologie politique très différente. D'ailleurs, du moins du point de vue de l'historien, il n'y a pas vraiment de honte à cela, du moins si on a le courage à l'assumer. Depuis des milliers d'années, démocratie, aristocratie, monarchie se succèdent encore et toujours sous les formes les plus différentes. Et depuis le même temps, les théoriciens les plus divers ont essayé, avec autant d'application que de conviction, de justifier leurs préférences personnelles pour l'une des trois constitutions, sans qu'on puisse dire, du moins durablement, que la question ait jamais été résolue définitivement. L'histoire montre à souhait que les civilisations en crise se moquent de l'état de droit et réclament des figures, pour ainsi dire, totémiques pour éviter le pire. Mais il faudrait alors au moins avoir le courage et l'honnêteté de parler ouvertement de césarisme au lieu de maintenir la fiction d'une démocratie provisoirement mise entre parenthèses afin de lui rendre toute sa liberté. Inversement, si l'on persiste à se réclamer vraiment du conservatisme libéral, donc celui qui défend la limitation du pouvoir, la séparation des institutions, la rotation du personnel politique, il faut condamner sans détour cette idée d'un troisième mandat. On ne peut invoquer à la fois le respect de la Constitution et l'homme qui veut s'en affranchir. Ce choix n'est d'ailleurs pas seulement américain, il engage toute la droite occidentale, car l'ambiguïté dont elle vit depuis un demi-siècle, célébrer la liberté démocratique tout en rêvant d'un homme providentiel, atteint son point de rupture. Nous devons choisir, en termes romains, entre restaurer la République ou instaurer un empire. Et la rénovation de la Maison Blanche dans tout ça, David Engels? Oui, en effet, Trump ne se cache pas de ses objectifs, loin de là. Le nettoyage sans pitié de l'administration, la soumission forcée des milliardaires, la déportation massive des illégaux, la tentative d'arracher le Groenland à l'Europe, l'utilisation du militaire pour mater les rébellions internes, le recours à la fortune des donateurs pour pouvoir ignorer les contraintes budgétaires, la référence régulièrement à Dieu, qui l'aurait sauvé des tentatives d'assassinat, l'alliance parfois orageuse avec l'homme le plus riche et médiatiquement le plus influent de la planète, Elon Musk, et finalement son projet de construire un immense arc de triomphe américain, dépassant de loin celui de l'étoile, et de démolir une partie de la Maison Blanche, sans permis de bâtir, pour ériger une grande salle néoclassique digne d'Albert Speer. Tout cela exprime non seulement une visée impériale, totalement assumée, mais aussi une intuition profonde. La modernité, désenchantée, fragmentée, pervertie et manipulée, aspire à nouveau à la grandeur, à l'unicité, à la clarté, à l'ordre. Et Trump, aussi improbable que cela puisse paraître, vu le personnage, veut être celui qui exauce ce souhait. En Europe, nous pouvons pas observer, nous ne pouvons pas observer ce tournant avec détachement, car les mêmes forces sont à l'œuvre chez nous. Désenchantement des institutions, affaissement des partis traditionnels, renforcement de l'extrême centre pour maintenir un système moribond au pouvoir, autodestruction de la classe moyenne, utilisation sans vergogne de moyens autoritaires pour censurer l'avis du peuple, et bien évidemment, de l'autre côté, la fascination populaire pour des figures d'autorité passées et présentes qui promettent de rendre la parole au peuple. De l'Italie à la Hongrie, de la France à l'Allemagne, de la Slovaquie aux Pays-Bas, la droite aussi partout entre deux pôles, la nostalgie du bon vieux parlementarisme libéral des années 1980, quand il fonctionnait encore plus ou moins, et la tentation de l'homme providentiel, afin de renouer avec une logique gouvernementale et identitaire beaucoup plus ancestrale. Oui, au fond, vous évoquez donc une droite européenne qui, tôt ou tard, devrait choisir entre un conservatisme libéral et une droite césarienne prête à assumer la personnalisation du pouvoir. Exactement, car
Si l'on suit l'exemple américain, la prochaine étape pourrait bien être européenne. Le conservatisme peut continuer à se dire libéral, modéré, attaché aux procédures et à la prudence, mais alors il devra accepter de rester éternellement minoritaire dans un monde où les dés ont été pipés depuis longtemps en faveur de la gauche et donc condamner Donald Trump. Ou bien il peut assumer sa métamorphose césarienne et embrasser le principe de légitimité non pas institutionnelle mais charismatique. Mais alors, il devra cesser de se parer des vertus du libéralisme qu'il renie de fait, ou du moins ne pas s'attendre à ce que l'on lui fasse confiance sur ces points. L'histoire, comme toujours, tranchera, mais une chose est sûre, cette ambiguïté-là, elle ne pourra pas durer longtemps. Mm. Merci David Engels pour cette chronique qui nous pousse tous à réfléchir. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même À la heure. semaine prochaine!